Bonjour à toutes et à tous, c'est Malik Drissi. Bienvenue pour un nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, épisode spécial puisqu'il s'agit de la suite et fin de l'épisode sur le design thinking avec notre invité Nabil Hilali. Bien sûr, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à aller l'écouter dès que possible. Sans transition, voici la suite et fin de l'épisode sur le design thinking. Alors, avec cette nouvelle façon de voir les choses, avec ce design thinking, finalement, est-ce que le client, en tout cas l'utilisateur final, est mis au centre, contrairement au marketing, à l'approche marketing, on va dire, de base, qui vient essayer de vendre ce produit à celui qui est le décisionnaire final? Est-ce que finalement ces deux écoles n'entrent pas en conflit? Alors, oui, alors c'est une question très intéressante. D'ailleurs, comment dire, je suis parti d'ailleurs de cette observation qui m'a conduit à carrément orienter le sujet d'une thèse là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'interaction design et marketing. Ok. Donc effectivement, donc l'approche, on va dire, classique de développement des entreprises en termes de new product development, etc., a été toujours par ailleurs, ok, est orientée sur les études de marché ad hoc, Conti, donc et Cali, à partir donc qu'on essaye de décrypter, à partir desquelles on a un ensemble donc de variables, de paramètres d'observation qu'on donne bien sûr à la division R&D. On lui dit vas-y, développe quelque chose parce que on a identifié donc un manque ou bien quelque chose comme ça. Ok. Donc le donc justement quand la pensée design comment dire a pris on va dire de la puissance, eh bien quelque part elle s'est retrouvée, je dirais pas en conflit mais en friction. Donc avec la dimension marketing, avec la recherche marketing qui a toujours opéré donc dans ce sens-là. Alors, maintenant, on va dire, on a l'arbitre. Alors, l'arbitrage, c'est quoi? On a des arbitres qui nous montrent, quand je dis arbitre, ce sont surtout des business cases qui nous montrent que l'interaction entre les deux est souhaitée. Quand l'interaction entre les deux est souhaitée, eh bien, elle donne donc de meilleurs résultats. Alors, l'exemple, donc aujourd'hui, qu'on a, comment dire, qui met tout le monde d'accord, c'est l'exemple de l'entreprise Apple. Alors, Apple, est aujourd'hui donc un modèle en termes d'approche de design thinking. Alors, c'est tellement un modèle, ok, donc j'ai écrit un papier qu'on peut trouver donc sur Internet facilement, euh, voilà, dans lequel je développe l'idée selon laquelle, comment dire, donc Apple doit être considéré comme un modèle de la même manière qu'on a considéré le Taylorisme, le Fordisme et le Toyotisme, et maintenant nous avons le Jobsisme par référence donc à Steve Jobs. Et donc, justement, le modèle donc d'Apple, alors pourquoi Apple? Parce qu'Apple aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Aucune autre entreprise dans le monde n'a réussi à arriver donc à ça. C'est la première capitalisation boursière au monde. Sur les 20 dernières années, donc on peut voir que l'entreprise est toujours donc à la pointe de la technologie. Dans les classements des entreprises les plus innovantes, elle trust donc le podium 1, 2, 3 selon les années. Et elle a des chiffres tout simplement, qui sont ahurissants. À titre d'exemple, il faut le savoir, c'était calculé par le Wall Street Journal. La sortie, un nouvel iPhone, tiens, là, nous sommes à la veille de la sortie de l'iPhone 14, un nouvel iPhone, je ne parle pas des autres produits, un nouvel iPhone apporte un demi-point de croissance à toute l'économie donc américaine. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu donc ce que c'est. Ok, quand on sait que voilà que l'Europe navigue entre 2 et 3%, ok, donc de croissance, vous avez un pays qui est les États-Unis d'Amérique, dans lequel il y a une entreprise qui fait un demi-point de croissance avec un seul produit. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Donc quand on ouvre donc le capot donc d'Apple, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve justement que le design, la pensée design, il est mise à un niveau stratégique donc de l'organisation depuis les débuts donc d'Apple. Parce que Steve Jobs, c'est quelqu'un qui a, euh, comment dire, qui a été tout simplement baigné dans la culture du design depuis ses débuts. D'ailleurs, le seul cours que Steve Jobs a pris dans sa vie, donc à Stanford, c'est un cours de calligraphie. Et la calligraphie, c'est une discipline dans les écoles donc, de design. Et avant de décéder, il a décrété, donc, quand on lui a posé la question qui est la personne la plus importante chez Apple, bien sûr, il répond que ce n'est pas le directeur financier, ce n'est pas le directeur software, ce n'est pas les ingénieurs. La personne la plus importante, c'est Jonathan Ive, okay, qui était la seule personne
autorisé, entre parenthèses, à venir chez Steve Jobs, chez lui, et cette personne-là, donc Jonathan Ive, il ne rendait compte à personne sauf à Steve Jobs. Vous voyez, et, euh, et donc, pourquoi? Parce que cette entreprise a placé dès le début le user au centre. D'ailleurs, si vous regardez les fameuses keynotes de Steve Jobs, il parlait, comment dire, il utilise rarement le terme client, il utilise donc à la place le terme user. Et le terme user, c'est une terminologie qui vient des designers. Donc, le designer, donc, il ne réfléchit pas au client, parce que le client, c'est quoi? Le client, c'est quelqu'un qui a acheté un produit, puis qui l'a acheté une deuxième fois parce qu'il en a été satisfait. Mais dans le cas donc dans le cas du user, c'est quelqu'un qui utilise un produit. Et pourquoi est-ce qu'il utilise un produit? Il utilise un produit parce que ce produit le satisfait, répond donc à ses besoins. Et donc, du coup, donc on a ce case, on va dire, le jobsisme, selon le modèle d'Apple. Voilà qui nous montre que mettre donc le design à un niveau stratégique dans l'organisation et non pas l'étude donc de marché classique, eh bien, il aboutit à des résultats donc énormes. Et donc là, on voit ça dans les chiffres et ça prête pas donc à discussion. D'ailleurs, quand on a posé la question à Steve Jobs, on lui a dit est-ce que tu as fait une étude de marché pour lancer donc le premier iPhone? Il a souri et il a cité Ford, à qui on avait posé la question à l'époque. Il a dit si j'avais posé la question aux Américains, qu'est-ce qu'ils voulaient comme véhicule, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça tout simplement parce que quand on aborde le sujet donc de l'innovation, on ne peut pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent comme chose donc innovante pour la simple et unique raison qu'ils ne peuvent pas le faire. Si on vous pose donc la question avant l'invention du smartphone, avant l'iPhone 1, quel téléphone est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas répondre. Pourquoi? Parce que vous êtes exposé à des téléphones avec des petits claviers, vous êtes exposé au BlackBerry, vous êtes exposé à des téléphones avec boutons, et donc vous ne pouvez pas dire attends, je veux un téléphone sur lequel il y a un écran sur lequel je glisse mes doigts et j'active tout simplement une application. Donc là, donc ce qui est pointé donc ici, c'est la capacité du design thinking à trouver les voies de l'innovation radicale, qui font donc aujourd'hui donc la différence. Maintenant, si on observe justement cette interaction de design et de marketing donc avec Apple, comment dire, c'est très bien faire fonctionner cette interaction. C'est-à-dire, on va faire, donc, bien sûr, donc Apple, donc on va faire du marketing, mais on va faire du marketing intelligent. C'est un marketing qui va apporter des insights aux designers pour les guider, mais non pas pour leur imposer des choix qui vont entrer, on va dire, en conflit avec le paradigme qui est du human donc central design. Voilà. Et donc c'est ça qui fait la différence. Alors en le disant, peut-être que les gens donc qui m'écouteront, ils trouveront peut-être ça un petit peu donc étrange, d'autant plus que on continue bien sûr donc à marteler donc la culture de l'étude de marketing comme la base donc de l'innovation, alors que c'est complètement donc aujourd'hui donc le design thinking nous démontre que ce n'est pas la voie donc de l'innovation. Voilà. Merci beaucoup Nabil pour tous ces éclairages. Merci à toi, Malik. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.